Réflexion pour les fermiers généraux des messageries *** collecteur note réflexion pour les fermiers généraux des messageries. Réflexion pour les fermiers généraux des messageries. L'Assemblée nationale va s'occuper incessamment du service si important des messageries. Nous ignorons quelle sera son opinion sur l'établissement qui est actuellement chargé de ce service. Les fermiers généraux, qui ont pris à bail cet établissement et qui l'administrent, attendent avec une confiance respectueuse le jugement qui sera prononcé sur leur sort. Ils ne peuvent douter ni de la sagesse de l'Assemblée nationale, ni de sa justice. Ils vont seulement lui présenter quelques réflexions sur la résiliation de leur bail, dont on prétend qu'ils sont menacés, et sur la juste indemnité qui leur sera due, en supposant qu'en effet cette résiliation fut prononcée. Le bail actuel des messageries a été établi par un arrêt du Conseil, du 29 décembre 1787. Il a été établi pour commencer au 1er janvier 1788, et continuer ainsi pendant 9 années. Le prix en a été fixé à 1,100,000 livres par année, pendant toute la durée du bail. Il est passé sur la tête de Basile Durdan et de ses cautions. Les fermiers actuels en jouissent depuis cette époque. On conçoit que la convention qui a formé ce bail est une convention absolument synalagmatique. Au moment où cette convention a été formée, elle a lié tout à la fois le gouvernement, qui est toi un des contractants, et les fermiers qui est toi l'autre. En supposant que l'ancien régime existât encore, certainement le gouvernement n'aura pas eu la prétention d'annuler à lui seul un acte qui a produit un engagement réciproque, ou s'il avait eu cette prétention et qu'il l'eût exercée, il se fût rendu coupable d'un acte de despotisme qui aurait été contraire à toutes les lois. L'Assemblée nationale, qui prend aujourd'hui la place du gouvernement, peut-elle ce que le gouvernement lui-même n'aura pas pu sans injustice? Peut-elle anéantir un contrat formé sous les auspices de la loi, et dans un thème où la puissance publique tout entière est entre les mains du monarque, avec l'administration qui exerçoit alors cette puissance publique? Un contrat qui renferme des conventions importantes, est en général une véritable propriété. Mais un contrat surtout relatif à une entreprise dans laquelle on a mis ses fonds, son industrie, ses ressources, ses espérances, est une propriété aussi légitime que sacrée. L'Assemblée nationale n'a cessé depuis qu'elle existe, de consacrer dans tous ses décrets, le principe de l'inviolable respect qui est dû aux propriétés de toute nature, et de l'impossibilité d'y porter atteinte. Elle a même placé ce principe conservateur à la tête de la Déclaration des droits de l'homme. Elle ne donnera donc pas elle-même l'exemple de s'en écarter. Elle ne détruira pas une propriété entre les mains de ceux qui en jouissent, et ne fera pas ainsi ce qu'elle défend. L'Assemblée nationale a sans doute une puissance immense. Elle peut tout, hors de ce qui est injuste. Mais les grandes vues de l'intérêt public la gouvernent seules. Ce n'est donc que sous le rapport de l'intérêt public, qu'elle envisagera l'établissement des messageries. Elle ne se laissera pas aller aux déclamations injurieuses que se sont permis contre les fermiers actuels, des hommes intéressés à les décrier pour prendre leur place, et qui ont cru que la facilité de hasarder impunément toute espèce de calomnie, est un des privilèges de notre nouvelle liberté. Ces fermiers ont un bail. Ils ont contracté ce bail sous l'intervention de ce qu'il y a de plus sacré dans la foi publique. Ce bail est de 9 années. On ne peut donc pas,
sans leur consentement, les en dépouiller avant l'expiration du terme fixé par la Convention. Il faut droit, pour pouvoir les dépouiller de ce bail, qu'ont eu quelque reproche grave à leur faire. Il faut droit qu'on pût élever contre eux quelque accusation fondée. Mais d'accusation fondée, il n'en existe aucune. Il ne peut pas même en exister. Les fermiers n'ont ni surpris, ni trompé, ni lésé le gouvernement. On prétend, dit-on, que leur bail est anticipé. Si en effet il l'est, ce sera la faute seule du gouvernement, et non pas la leur. Cette anticipation ne pourra pas leur être reprochée à eux-mêmes. Mais ceux qui se permettent cette imputation ridicule, montrent une égale ignorance et des principes et des faits. D'abord, dans les principes, tout le monde sait qu'il n'y a d'anticipation que celle qui se fait par des tuteurs ou des usufruitiers, 2 ou 3 années avant l'expiration d'un premier bail déjà contracté. Or, jusqu'ici le monarque jouissant de toute la plénitude de la puissance souveraine, n'avait pas encore été rangé par les lois dans la classe de ces usufruitiers à qui les anticipations étaient défendues. Quand on voudra même le soumettre à ce principe pour les thèmes où il n'était pas encore créé, on n'en sera pas plus avancé, car il est bien facile de se convaincre que dans le fait il n'y a pas ici d'anticipation. Le bail actuel en effet n'a point été contracté pour ne commencer que 2 ou 3 ans après la convention qui en était formée. C'est le 29 décembre 1787 qu'il a été passé. Et c'est le surlendemain 1er janvier 1788, que les fermiers actuels sont entrés en jouissance. Il n'y a donc pas eu d'anticipation. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'à l'époque de ce bail, il en exista aucun autre. Il en avait été passé un en 1782 avec Théodore d'Ouchessois qui devait durer 9 années. Mais le bail de Douchessois venait d'être résilié par le gouvernement, du consentement de toutes les parties, lorsque celui des fermiers actuels a été contracté. Cette résiliation faite d'accord était sans doute un acte bien légitime, soit de la part du gouvernement, soit de la part des fermiers qui avaient traité avec lui. Elle a donc pu être suivie d'un nouveau bail, sans qu'on puisse reprocher à ce bail, ni aucune anticipation ni aucun autre vice. Il ne faut donc pas même prononcer ici le mot d'anticipation, il est ridicule. Ce motif écarté, il n'en reste pourtant pas d'autre pour une résiliation forcée du bail actuel. Quel sera même le but qu'on pourra se proposer dans cette résiliation? Sera ce d'améliorer le régime des messageries par quelque forme nouvelle. Mais on peut l'améliorer avec les fermiers, ils n'ont pas l'intention d'y porter obstacle. Ils iront même à cet égard au-devant de tous les projets de l'Assemblée nationale, ils sont à ses ordres. Sera ceux de soumettre cette administration à une régie. Ils offrent d'être régisseurs, si l'on veut. Sera ceux d'apporter quelques changements aux conditions du bail actuel par la suppression ou la modification de quelques-uns des privilèges qui en dépendent. En ce cas, la justice exige qu'on leur laisse le choix ou d'accepter de continuer le bail avec les conditions ou les charges nouvelles, ou de le résilier, et ce sera à eux alors à délibérer sur le parti le plus avantageux, ou le plus prudent qu'il aura à prendre. À quelque résolution qu'on se détermine, il ne faut pas qu'on se dissimule 2 choses. La première, c'est qu'une résiliation qui ne sera pas faite du gré des fermiers, et qui ne sera de la part de l'Assemblée nationale qu'un acte de puissance, entraînera avec elle les plus grands inconvénients. La seconde, c'est qu'elle ne pourra pas être prononcée,
sans qu'on eût accordé auparavant aux fermiers une juste et préalable indemnité, suivant le texte positif de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est, comme on l'a si bien dit, la loi des législateurs eux-mêmes. D'abord, une résiliation forcée entraînera les plus grands inconvénients. Le bail actuel en effet a donné lieu à une foule de sous-baux qui ont été passés par les fermiers jusqu'à la fin de 1796, et qui s'élèvent à plus de 250,000. Il a donné lieu à un traité que les fermiers ont fait avec une compagnie angloise pour la correspondance de leurs diligences avec Londres, et qui n'expire qu'en 1793. Il a donné lieu enfin à d'autres traités entre les fermiers et des entrepreneurs, ou des maîtres de poste, pour la conduite des diligences de Paris à Bordeaux ou à Limoges et dans d'autres villes. Que deviendront tous ces traités particuliers, si le bail des fermiers est résilié malgré eux? Qui prononcera sur les indemnités que l'inexécution de tous ces traités rendra nécessaires? À quels tribunaux les renverrons? Qui est-ce qui les payera? C'est cependant là un article bien important, et qui demande qu'on y réfléchisse avec une attention bien sévère. En second lieu, avant de prononcer la résiliation du bail des fermiers contre leur gré, il faudra commencer par leur accorder une juste et préalable indemnité. À cet égard, il ne peut pas y avoir de contestation. Il ne suffit pas en effet d'annuler par la force une convention reconnue légitime, il faut encore dédommager ceux qui souffrent de l'inexécution de cette convention. La justice naturelle le veut ainsi. Les fermiers des messageries ont un bail de 9 ans. Si, avant même que la 3e année soit écoulée, on veut les dépouiller de ce bail, il faut donc les indemniser. À la vérité, les ennemis des fermiers cherchent à faire entendre à l'Assemblée nationale qu'ils ont été déjà indemnisés pour ainsi dire à l'avance. Mais c'est bien là une allégation d'ennemis. On confond exprès, pour induire l'Assemblée nationale en erreur, le bail de Théodore Duchessois de 1782, et celui de Basile Durdan de 1788. Le bail de Duchessois a eu sans doute du gouvernement des indemnités. Mais un autre. Ces indemnités qui se rapportent aux années 1785, 86 et 87, ont eu lieu pour les motifs les plus rigoureusement justes. Le gouvernement qui a accordé ces indemnités, ne s'est porté à en prendre le fonds dans le trésor public, que parce qu'il n'avait pas voulu permettre aux fermiers d'alors, une augmentation du prix du tarif de leurs places et des marchandises, afin que les citoyens voyageurs et le commerce n'eussent pas à supporter cette charge particulière. Ceci est même essentiel à remarquer. On se rappelle à quel degré monta la cherté des fourrages dans les 3 années dont nous venons de parler. On sait que cette cherté fut telle que le roi se vit obligé d'accorder aux maîtres de poste, aux voitures de place, à celles de la cour et aux petites messageries des environs de Paris, une augmentation sur le prix du tarif, d'un quart pour les unes, et d'un 5e pour les autres. L'évaluation de cette augmentation est aussi dans la jurisprudence des tribunaux. 27 arrêts du Conseil et du Parlement de Paris, rendus depuis l'année 1693, en pareilles circonstances, et tout relatif au service des messageries, en sont la preuve. Cependant les fermiers des messageries, n'avaient pas obtenu cette augmentation quoique si nécessaire. Le motif de l'administration pour la leur interdire, avait été que leur service était destiné à la classe des citoyens la moins aisée, et surtout aux besoins du commerce.
Mais l'administration n'en avait pas moins senti que leur droit à un dédommagement était égal à celui de tous les autres propriétaires de voitures publiques. On leur accorda donc un dédommagement sur le trésor public, et les citoyens furent soulagés. 3. Enfin, cette indemnité si justement accordée au bail de 1782, n'a rien de commun avec le bail de 1788. Ces deux baux ne sont pas le même bail. Ce sont d'autres conditions, et en partie même d'autres hommes, ce qui a été fait pour une époque, ne reflue pas sur l'autre. Le bail de 1788 n'a eu aucune espèce d'indemnité. L'on ne peut cependant pas se dissimuler l'énorme diminution que les fermiers actuels ont éprouvée dans l'exploitation de leurs privilèges, par les événements qu'a amené la Révolution. Mais si on veut résilier aujourd'hui leur bail contre leur consentement et leur intérêt, il faut bien alors qu'on les dédommage. Il s'en rapporte à cet égard à la justice de l'Assemblée nationale. Ils ne peuvent pas croire qu'elle puisse se déterminer à frapper des citoyens qui ont contracté de bonne foi avec la puissance publique, et à les ruiner, sous prétexte que leur contrat a été passé sous l'Ancien Régime. Leur fortune tient tout entière à ce contrat. Leur existence en dépend. Si on l'anéantit soit sans dédommagement, ils se trouveront sacrifiés par la force. Si on les dédommage, comme ils sont dans le cas de l'être, ils sont prêts à faire eux-mêmes le sacrifice de leur convention. De l'imprimerie de Pro, imprimeur du roi, quai des Augustins, à l'immortalité. Note ainsi les fermiers des messageries eussent été autorisés à percevoir le quart en su du prix du tarif pendant les 3 années pour lesquelles le gouvernement en a accordé la jouissance aux maîtres de poste et autres, ils sont en état de justifier que cette addition de produits eût été pour eux de 3,296,000 livres. Au surplus, les fermiers du bail de Doutchessois ont offert et renouvellent l'offre de comté de Clerc à mettre des bénéfices et pertes de leur bail. Au lecteur, cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale. Les erreurs manifestes de typographie ont été corrigées. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book Réflexion pour les fermiers généraux des messageries astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law.
Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol. Marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol mark commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.e.6.
You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol mark commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol mark commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol mark commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol mark commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumption to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1
Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation,
the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books.